Mais non, mais j'avais envie de dire, c'est comme un peu une lettre d'adieu, une lettre d'amour. Vous écrivez une lettre au foot, ouais. J'avais envie. Elle m'a fait souffrir. Il n'y a pas de cri, pas de colère dans cette phrase. Juste 4 mots, presque murmurés. Et pourtant, lorsqu'ils sortent de la bouche de Bixente Lizarazu, ancien champion du monde 1998, ils résonnent comme un séisme intérieur. Car un homme qui a affronté les plus grands stades d'Europe, qui a résisté à la pression, au choc, aux défaites publiques, ne prononce pas ce genre d'aveu à la légère. Quand il le fait, tardivement, presque à contretemps, c'est que la blessure est profonde, invisible et longtemps contenue. Pendant des années, la France a cru connaître Bixente Lizarazu, le latéral gauche infatigable, le guerrier élégant, l'homme droit, discret, presque pudique, celui qui, après les triomphes, s'est retiré sans fracas pour vivre près de l'océan, surfer à l'aube, commenter le football avec mesure. Un homme solide, ancré, rassurant, l'exact opposé des excès. Alors comment imaginer que cet homme-là ait pu être, selon ses propres mots, brisé de l'intérieur par une histoire d'amour ? Car ce qu'il dit ce jour-là n'est pas une anecdote, ce n'est pas une confidence, people, c'est une fissure, une brèche ouverte dans une image que l'on croyait indestructible. Et derrière cette phrase, une autre question surgit, plus dérangeante encore. Comment une relation que tout le monde pensait idéale a-t-elle pu devenir une source de souffrance silencieuse ? Revenons en arrière, bien avant la confession, bien avant les silences, bien avant la fatigue émotionnelle. À l'époque où son nom se liait à celui de Claire Caïm, la France souriait, eux deux incarnaient une forme d'équilibre rare, le sport et la culture, la rigueur et la sensibilité. Lui, champion du monde. Elle, actrice et chanteuse reconnue. Ensemble, ils formaient ce couple que l'on regardait avec une pointe d'envie et beaucoup de tendresse. Pas de scandale, pas d'excès, juste une impression de cohérence. Ils vivaient loin du tumulte parisien, au Pays Basque, une maison entre mer et montagne. Une fille, Aïna, née en 2008, comme un symbole de stabilité. Dans les interviews, tout semblait simple. Trop simple, peut-être. Lizarazu parlait de respect, de complicité. Claire Caïm évoquait un homme calme, présent, solide, rien à signaler, rien à raconter, et dans le monde des célébrités, c'est souvent là que le malentendu commence. Car l'absence de bruit ne signifie pas l'absence de fracture. Et c'est précisément ce que cette histoire révèle des années plus tard. Une vérité que beaucoup de couples connaissent, surtout après 50 ans, mais que peu osent nommer. On peut se perdre sans se détester. On peut souffrir sans jamais se disputer. Quand Bixente Lizarazu dit « Elle m'a fait souffrir », il ne parle pas de trahison. Il ne parle pas de cris, ni de portes claquées. Il parle d'autre chose, de cette lente usure qui ne laisse pas de cicatrices visibles, mais qui épuise l'âme, de ces silences qui remplacent les mots, de ces regards qui cessent de se chercher, de cette sensation étrange d'être deux, mais déjà seuls. Et c'est peut-être cela qui trouble le plus, cet homme, formé à la culture du collectif, à la communication sur le terrain, à la solidarité dans l'effort, s'est retrouvé face à une adversité contre laquelle aucun entraînement ne prépare. L'indifférence progressive. Comment lutter quand il n'y a plus de combat ? Comment réparer quand personne ne crie ? Comment partir quand on espère encore ? La phrase tombe, des années plus tard, dans un podcast presque confidentiel. Elle n'est pas accompagnée de détails. Pas de règlement de compte, pas de mise en accusation, juste un constat, brut. Elle m'a fait souffrir. Et ce silence autour de la phrase est peut-être plus violent que n'importe quelle révélation fracassante. Car derrière ces mots, il y a une histoire que personne n'a vraiment racontée. Une histoire de décalage, de temps qui ne bat plus à la même cadence. Une histoire qui commence non pas par une rupture, mais par un éloignement imperceptible. Et c'est précisément là que notre récit commence réellement. À cette époque, rien ne semblait pouvoir troubler l'image qu'il renvoyait. Bixente Lizarazu et Claire Caïm apparaissaient comme l'illustration presque pédagogique d'un amour réussi. Pas une passion tapageuse, non. Quelque chose de plus rassurant, de plus durable. Une relation qui donnait le sentiment qu'avec de la discrétion, du respect et des valeurs communes, l'équilibre était possible. À tout âge. Pour longtemps. Aux yeux du public, ils n'étaient pas seulement un couple célèbre. Ils étaient un symbole.
Lui, le champion retiré des terrains sans amertume, amoureux de la nature, du silence, des grands espaces. Elle, l'artiste accomplie, sensible, cultivée, à la carrière exigeante mais choisie, ensemble, ils semblaient incarner une forme de maturité amoureuse que beaucoup espérèrent atteindre un jour. Une relation sans excès, sans bruit, sans drame, une relation adulte. Ils vivaient loin des projecteurs, au Pays Basque, comme pour mieux affirmer leur refus du vacarme médiatique. Cette maison entre l'océan et la montagne devenait dans l'imaginaire collectif le refuge parfait, là où l'on élève un enfant, là où l'on se retrouve après des journées chargées, là où l'on se parle encore, du moins c'est ce que l'on croyait. Les interviews de l'époque renforçaient ce sentiment. Claire Keim parlait d'un homme stable, attentif, profondément bon. Lizarazu évoquait la complicité, la confiance, l'importance du respect mutuel. Et rien d'extraordinaire, justement. Et c'est peut-être là que réside le premier piège. Car ce qui rassure le public n'est pas toujours ce qui nourrit un couple. Pendant longtemps, ils ont été protégés des tabloïds. Peu d'apparitions mondaines, peu de confidences, une forme de pudeur que l'on saluait. Pourtant, avec le recul, cette discrétion ressemble aussi à une zone aveugle. Personne ne voyait ce qui se jouait derrière les sourires mesurés. Personne ne posait la question essentielle. Comment vivent-ils vraiment quand la porte se referme ? À partir de 2017, quelque chose change. Rien de spectaculaire, rien qui fasse la une, juste une absence progressive. On les voit moins ensemble, les photos communes se raréfient, les interviews croisées disparaissent, les médias hésitent. Simple choix de discrétion ou premier signe d'éloignement. Personne ne tranche, eux non plus. Les agendas, eux, commencent à s'opposer. Claire Keim enchaîne les tournages, les projets artistiques, les déplacements. Bixente Lizarazu multiplie les engagements médiatiques, les émissions, les commentaires sportifs, tout en restant profondément attaché à sa vie au Pays Basque. Deux rythmes, deux temporalités, deux façons d'habiter le monde. Et peu à peu, sans bruit, la distance géographique devient une distance émotionnelle. Ce qui rend cette période si troublante, c'est l'absence de conflits visibles. Pas de disputes publiques, pas de rumeurs d'infidélité, pas de scandale. Rien de ce que l'on associe habituellement à une rupture. Juste un effritement lent, presque poli. Comme si chacun faisait attention à ne pas déranger l'autre, quitte à s'oublier soi-même. Dans de rares prises de parole, Lizarazu laisse filtrer une forme de lucidité mélancolique. Il parle d'équilibre fragile, de choses qui se brisent quand on ne les protège pas assez. Des phrases générales, presque philosophiques, que personne ne relie encore à sa vie personnelle. Et pourtant, tout est déjà là, en filigrane, comme un avertissement que personne n'a su entendre. Car l'amour, surtout après des années, ne disparaît pas toujours dans la colère. Il s'éteint souvent dans la fatigue, dans l'impression de ne plus être exactement au même endroit, au même moment, dans cette sensation étrange de vivre côte à côte sans réellement se rencontrer. Beaucoup de couples le savent, peu en parlent, et quand ils sont célèbres, encore moins. À l'extérieur, tout semble tenir. À l'intérieur, quelque chose se dérègle, lentement, insidieusement. Et c'est précisément cette dissonance entre l'image publique et la réalité intime qui rend cette histoire si universelle. Car derrière ce couple admiré se cachait déjà une question que beaucoup redoutent. Peut-on aimer sincèrement et pourtant ne plus avancer ensemble ? Il existe des ruptures violentes, bruyantes, irréversibles, et puis il y a celles-ci, les plus déroutantes, les plus douloureuses aussi, celles où personne ne claque la porte, où personne ne dit vraiment c'est fini, où l'on continue d'aimer, mais plus au même endroit. Dans le cas de Bixente Lizarazu et de Claire Keim, le cœur du drame ne se trouve ni dans un événement précis, ni dans une faute identifiable. Il se niche ailleurs, dans la divergence lente de deux trajectoires baissières de vie, deux manières d'habiter le temps, deux besoins devenus incompatibles. Lizarazu, après une carrière menée tambour battant, avait appris une chose essentielle. La stabilité n'est pas une prison, mais un refuge. Le Pays Basque n'était pas pour lui un décor, mais un ancrage. La mer, la montagne, les rituels simples, les matins silencieux. Il avançait dans une logique d'enracinement. Rester, approfondir, épurer. À plus de 50 ans, il ne cherchait plus à conquérir, mais à préserver. Claire Keim, elle, évoluait dans un tout autre mouvement. Le monde artistique obéit à des lois différentes. Il appelle le déplacement, le renouvellement, la projection constante.
Un rôle en chasse un autre. Une scène succède à une tournée, Paris devient un point de passage obligé. Non par caprice, mais par nécessité intérieure. Créer pour elle signifiait bouger, respirer ailleurs, ne pas se figer. Au début, ces différences semblaient complémentaires. Lui apportait le calme, elle apportait l'élan. Mais avec le temps, ce qui faisait équilibre est devenu tension, puis distance. Non pas une distance hostile, mais une distance réelle. Géographique d'abord, psychique ensuite. Deux rythmes qui ne se recalent plus, deux quotidiens qui cessent de se croiser. Et c'est ici que se joue le drame silencieux, car il n'y a pas de moment précis où l'on peut dire « tout a basculé ». Il y a une accumulation de petits renoncements, des conversations reportées, des décisions prises seules, des absences que l'on justifie, des retours que l'on n'attend plus vraiment. Progressivement, chacun avance à son pas, mais plus ensemble. Dans les couples de longue durée, surtout à l'âge mûr, ce type de fracture est redoutable, parce qu'il ne s'accompagne pas de colère. Or la colère, paradoxalement, maintient le lien. Elle prouve que l'autre compte encore. Ici, il n'y a plus de cris, plus de disputes. Juste une forme de lassitude émotionnelle. Une fatigue profonde, celle qui ne fait pas de bruit, mais qui use tout. Lizarazu l'a dit plus tard, avec des mots simples, presque désarmants, on ne se disputait pas. On ne se parlait plus vraiment. Pour un homme élevé dans la culture du collectif, du dialogue permanent sur le terrain, cette absence d'échange fut une épreuve inconnue. Sur un terrain de football, le silence est un danger. Dans un couple aussi. Ce qui rend cette situation encore plus troublante, c'est l'absence de coupable. Personne n'a menti. Personne n'a trahi. Personne n'a cessé d'aimer brutalement. Et pourtant, la souffrance est là. Bien réelle. Sourde. Comme une maison qui se fissure de l'intérieur pendant que la façade reste intacte. Autour d'eux, peu de gens comprennent vraiment. Les proches parlent de phases, de passages, de contraintes professionnelles. On minimise. On espère que cela va se rééquilibrer. Eux-mêmes y croient encore. Longtemps. Trop longtemps peut-être. Car admettre que l'on ne marche plus dans la même direction, c'est accepter une vérité que beaucoup redoutent. L'amour ne suffit pas toujours à maintenir une trajectoire commune. Et puis un jour, sans annonce officielle, sans déclaration fracassante, l'évidence s'impose. Non pas comme une explosion, mais comme un constat. Fatigué, lucide, presque résigné. L'histoire ne s'est pas brisée. Elle s'est simplement éloignée d'elle-même. Il y a des couples qui se déchirent. On entend leurs cris à travers les murs. On voit leur rupture à la une des journaux. Et puis il y a ces autres couples. Ceux qui se taisent, ceux qui continuent à fonctionner, à organiser, à cohabiter, tout en se vidant lentement de ce qui faisait leur lien. C'est dans cette zone grise, presque indétectable, que s'est jouée la partie la plus cruelle de cette histoire. Le silence, au départ, ressemble à une solution. On évite le conflit, on se protège, on ne veut pas blesser. Alors on reporte les discussions, on garde pour soi ce qui dérange, on se dit que ça passera, que le temps arrangera les choses. Mais le temps, parfois, ne répare rien, il creuse. Dans cette relation, le silence n'était pas un vide soudain, c'était une installation progressive. Des mots qui deviennent inutiles, des questions que l'on ne pose plus, par peur de la réponse, des soirées passées côte à côte, mais dans des mondes différents. On partage encore un toit, un enfant, des habitudes, mais plus vraiment un espace intérieur commun. Ce type de fracture est particulièrement violent pour les hommes de cette génération. Ceux qui ont appris à encaisser, à ne pas trop parler de leurs émotions, à croire que la solidité consiste à tenir coûte que coûte. Quand la relation se dégrade sans affrontement, sans scène, sans explication claire, il n'y a rien à combattre, rien à réparer concrètement, et donc rien à gagner. Ce silence devient alors une forme d'abandon diffus. Personne ne part, mais personne ne reste vraiment. On n'est plus attendu, on n'est plus nécessaire. Et pour quelqu'un qui a toujours évolué dans une logique d'équipe, où chaque geste compte, où chaque absence se voit immédiatement, cette indifférence progressive est une épreuve déstabilisante. Les proches, eux, perçoivent quelque chose, sans savoir quoi exactement. Ils parlent d'un homme plus intérieur, plus fatigué, moins disponible émotionnellement. Pas triste au sens classique, mais vidé, comme si une énergie essentielle s'était retirée. Et pourtant il continue, il assure, il protège l'image, il reste digne. Dans ce genre de situation, la douleur ne vient pas d'un événement précis, elle vient de l'accumulation, de ces petits moments où l'on comprend que l'autre ne nous attend plus vraiment pour décider, qu'il ou elle avance déjà ailleurs.
intérieurement. Et cette prise de conscience est souvent tardive, trop tardive. Il n'y a pas eu de grande discussion décisive, pas de mise à plat salvatrice, juste une série de non-dits devenus trop lourds, et un jour, sans que personne ne puisse dater exactement le moment, la relation cesse d'être un refuge, elle devient une fatigue supplémentaire. Ce qui rend cette phase si difficile à raconter, c'est qu'elle ne correspond à aucun récit romantique classique. Il n'y a ni traître, ni victime évidente, seulement deux personnes qui s'épuisent à ne plus se rejoindre. Et dans ce flou, chacun souffre différemment. L'un par sentiment d'enfermement, l'autre par sentiment d'effacement. C'est là que naît la vraie solitude. Pas celle qui suit une rupture officielle, mais celle que l'on ressent à deux. Celle qui s'installe quand l'autre est encore là physiquement, mais déjà absent émotionnellement. Une solitude qui n'autorise même pas la colère, puisqu'il n'y a rien à reprocher clairement. Avec le recul, c'est souvent cette période que l'on identifie comme la plus destructrice. Plus que la séparation elle-même. Parce qu'elle érode la confiance en soi. Elle fait douter de sa perception. Elle installe une fatigue morale profonde, presque honteuse, comme si souffrir sans raison visible n'était pas légitime. Et pourtant cette souffrance est bien réelle, elle s'infiltre, elle s'accumule, jusqu'au moment où l'on comprend enfin que continuer ainsi revient à s'éteindre lentement, sans bruit, sans scandale, sans témoin. Il n'y a pas toujours un avant et un après clairement identifiables. Parfois, la fin ne ressemble pas à une explosion, mais à une prise de conscience silencieuse. Dans cette histoire, tout s'est joué une nuit ordinaire. Trop ordinaire pour qu'on s'en méfie. Et pourtant, c'est cette nuit-là que tout a basculé. Ils étaient encore sous le même toit. Leur fille dormait à l'étage. La maison du Pays Basque était calme. Trop calme. Le genre de calme qui n'apaise plus, mais qui pèse. Selon des proches, la conversation n'a pas été longue. Pas de reproches, pas de larmes. Juste des phrases simples. Fatiguée. Claire Kaim aurait évoqué son besoin de partir quelque temps à Paris. Pas pour fuir, pas pour provoquer, mais parce que rester devenait étouffant, parce que continuer ainsi n'avait plus de sens. Big-Saint Lizarazu, lui, n'aurait pas cherché à retenir. Pas par indifférence, par lucidité. Il aurait compris, à cet instant précis, que l'attente avait duré trop longtemps, que l'espoir de retrouver ce qu'ils avaient été les avait maintenus dans une illusion confortable, mais destructrice. Il n'a pas élevé la voix, il n'a pas posé d'ultimatum, il a simplement acquiescé. Ce moment-là est sans doute le plus violent de tous, parce qu'il ne laisse aucune prise à la colère. Quand on ne se bat pas, on ne peut pas dire qu'on a tout tenté. Quand il n'y a pas de scène, il n'y a pas de catharsis. Juste un vide qui s'installe immédiatement, définitivement. Cette nuit-là, toujours selon les témoignages, Lizarazu aurait dormi dans le salon. La planche de surf posée contre le mur, le bruit de la mer au loin, le même décor que tant d'autres nuits heureuses, mais cette fois, tout avait changé. Il ne s'est pas effondré. Il n'a pas pleuré. Il a compris. Et parfois comprendre est plus douloureux que perdre. Le lendemain, une valise. Pas beaucoup de choses, le strict nécessaire. Claire est partie sans fracas, en promettant de revenir pour leur fille. Promesse tenue. Rien n'a été rompu brutalement. Mais l'essentiel, lui, était déjà brisé, car ce départ-là n'était pas une pause, c'était un basculement. Ce type de rupture laisse des traces particulières. Il n'y a pas de colère pour se protéger, pas de haine pour justifier la douleur. Il ne reste qu'une immense fatigue émotionnelle, celle d'un homme qui a cru jusqu'au bout que l'on pouvait réparer en attendant, que le temps finirait par réaligner les trajectoires, et qui découvre trop tard que l'amour ne survit pas toujours à l'immobilisme. Plus tard, dans une interview, Lizarazu dira une phrase qui en dit long. Le plus dur, ce n'est pas qu'elle soit partie, c'est de ne plus savoir à quel moment on a cessé de s'aimer. Cette incertitude est une blessure profonde, parce qu'elle empêche de faire le deuil clairement, elle laisse planer le doute, et le doute, lui, revient la nuit. Contrairement à un match perdu, il n'y a pas de coup de sifflet final, pas de score, pas de moment où l'on peut dire « c'est terminé, je passe à autre chose ». Il y a juste une descente lente, imperceptible, et puis soudain, le sol qui manque sous les pieds. Pour Big-Saint Lizarazu, cette nuit marque la fin d'un cycle, mais aussi le début d'autre chose, quelque chose de plus intérieur, de plus solitaire, une traversée sans témoin, sans applaudissements, une épreuve qu'aucun titre, aucun trophée ne prépare à affronter. Après une rupture comme celle-là, il n'y a pas de renaissance spectaculaire, pas de grand discours, pas de revanche éclatante.
Il y a autre chose, plus discret, plus lent, plus exigeant aussi, une reconstruction qui ne se voit pas, mais qui engage tout l'être. Pour Bixente Lizarazu, l'après n'a pas été une fuite en avant. Au contraire, il s'est retiré, encore davantage. Comme si le bruit du monde était devenu soudainement insupportable. Il a refusé certaines propositions, allégé son agenda, choisi le silence comme terrain de guérison. Non pas par amertume, mais par nécessité. Dans sa maison du Pays Basque, les journées ont changé de rythme. Lever du soleil, la mer, le surf à l'aube, les montagnes, des gestes simples, répétés, presque méditatifs. Pour un homme qui a vécu sous pression permanente, cette sobriété est devenue un refuge, là où il n'était plus question de performance, là où personne n'attendait de victoire, juste une présence. Il y a surtout sa fille, Aina, le centre de gravité, le lien qui ne s'est jamais rompu. Être père dans ce contexte n'est plus un rôle secondaire, c'est une ancre, une responsabilité qui oblige à rester debout, même quand l'intérieur vacille. Il l'a dit un jour avec pudeur, elle m'a donné une raison de ne pas sombrer. Cette phrase dit tout, et elle parle à tous ceux qui savent combien l'amour parental peut devenir un pilier quand le reste s'effondre. Ce qui frappe chez lui, c'est l'absence de rancœur. Il ne cherche pas à réécrire l'histoire, il ne désigne pas de coupable, il parle de fatigue, d'usure, d'apprentissage tardif, comme si cette relation, aussi douloureuse soit-elle, avait été une leçon de vie plutôt qu'un échec, une traversée, pas une faute. Du côté de Claire Keim, le chemin est différent, mais tout aussi digne. Elle poursuit sa carrière, elle crée, elle se déplace, elle reste fidèle à ce qu'elle est, sans polémique, sans règlement de compte public. Les deux anciens partenaires maintiennent un lien respectueux, essentiellement pour leur fille. Pas d'hostilité, pas de guerre froide, juste une distance assumée, mûre. Et c'est peut-être cela le plus troublant dans cette histoire. Elle ne correspond pas au récit auquel on nous a habitués. Il n'y a pas de grand méchant, pas de trahison spectaculaire, pas de fin dramatique, seulement deux adultes qui ont compris, trop tard peut-être, qu'aimer ne signifie pas toujours pouvoir continuer ensemble. Avec le recul, Lizarazu parle autrement. Lors de conférences, d'entretiens rares, il évoque l'équilibre intérieur, l'acceptation, la gratitude. Il dit que certaines blessures ne disparaissent jamais vraiment, mais qu'elles cessent de faire mal quand on arrête de lutter contre ce qu'elles ont été. Il ne cherche plus à gagner, il cherche à être juste, avec lui-même. Et c'est là que son histoire dépasse le cadre des célébrités. Elle rejoint celle de milliers de couples, de femmes et d'hommes de plus de 50 ans qui se reconnaissent dans ces silences, ces décalages, ces relations qui ne se terminent pas dans le fracas, mais dans l'épuisement. Combien sont restés trop longtemps par peur de détruire? Combien sont partis sans haine, mais avec une immense fatigue? Au fond, cette histoire pose une question simple mais vertigineuse. À quel moment doit-on accepter qu'aimer ne suffit plus et que se respecter soi-même devient une forme de courage? Et une autre, encore plus intime, combien d'entre nous vivent encore à deux, mais déjà seuls? Si cette histoire vous a touché, si elle fait écho à une expérience que vous avez vécue ou observée, prenez un instant pour y réfléchir. Et dites-le nous. Partagez votre ressenti en commentaire. Likez cette vidéo si elle vous a parlé. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines histoires humaines, profondes, parfois douloureuses, mais toujours vraies. Parce que derrière les héros que nous admirons, il y a souvent des silences qui ressemblent aux nôtres.